La reconnaissance institutionnelle de la bande dessinée est très différente de celle du cinéma. Les premières tentatives ont eu lieu à peu près au même moment, vers la fin des années 60, début des années 70. Il y a eu d'ailleurs un numéro spécial de la revue Communication, la bande dessinée et son discours, à peu près enfin, juste avant un numéro fameux de la même revue sur psychanalyse et cinéma. Mais les deux chemins se sont écartés l'un de l'autre. Le cinéma est rapidement devenu une discipline reconnue, un objet d'enseignement avec des départements universitaires. Et pour la bande dessinée, ça a toujours été très sporadique. Il y a eu Pierre Coupry à l'École des hautes études pour un séminaire, un petit peu de travail de Francis Lacassin à la Sorbonne, Pierre Fresneau de Ruel, un des premiers spécialistes de sémiologie, mais qui rapidement s'est orienté plus vers l'image de propagande et la publicité. On avait l'impression que la bande dessinée n'était pas un bon objet, ni au CNRS, où le domaine n'est pas reconnu, considéré, ni vraiment dans l'enseignement. On pourrait se demander pourquoi il restait peut-être un préjugé, peut-être sur l'infantilisme ou la vulgarité. Mais on peut remarquer que quand même depuis l'an 2000 à peu près, la bande dessinée est un objet bien davantage reconnu. Il est vrai qu'elle a pris une place considérable dans le monde du livre. Et peut-être qu'elle mérite à ce titre-là d'être observée de plus près. Il est vrai aussi qu'elle est devenue un peu plus adulte. Elle l'était sans doute depuis longtemps, mais disons qu'elle est devenue de façon plus visible à travers la reconnaissance du roman graphique, un processus que je décrirai dans la leçon inaugurale, à la fois sur la littérarisation et l'artification, pour reprendre un mot de Nathalie Hennig, qui sont deux choses qui sont devenues très marquantes. Et donc, on a vu les publications spécialisées se multiplier, les revues savantes. On a vu aussi l'exhumation de beaucoup d'œuvres oubliées à travers la numérisation de journaux anciens. Et donc, je crois que bon, cette chaire de création artistique qui s'ouvre à la bande dessinée est un symptôme d'un mouvement plus large. Il y a des pays, évidemment, en Belgique, au Québec, en Suisse, où depuis plus longtemps, la bande dessinée était déjà un objet reconnu de recherche et d'enseignement. Dans la conférence que j'avais prononcée il y a 2 ans au Collège de France, qui s'appelle Génie de la bande dessinée, je concluais à la quasi-impossibilité d'une définition. C'est-à-dire que la plupart des traits définitionnels rencontrent des contre-exemples suffisamment intéressants pour qu'on n'ait pas envie, en tout cas que je n'ai pas envie, d'enfermer la bande dessinée dans une définition trop stricte. On sait qu'à une époque, par exemple, la présence du phylactère a semblé un trait déterminant. On a même voulu faire remonter la bande dessinée au Yellow Kid de Richard Felton Outco, une bande dessinée publiée à partir de 1896 aux États-Unis, parce que, soi-disant, c'était les premiers phylactères. D'abord, il y a des phylactères bien avant, tout au long du 19e siècle, il y en avait bien avant même l'idée de bande dessinée, mais surtout, il y a énormément de bandes dessinées remarquables qui n'ont pas de phylactère, soit qu'elles utilisent une autre manière de présenter le texte, comme chez Töpfer, où le texte est sous l'image, soit qu'elle soit muette. Donc déjà, c'est un trait qu'il faut éliminer. Ce qu'on peut garder certainement comme trait, c'est l'idée d'une continuité séquentielle entre les images. Il ne suffit pas de juxtaposer des images pour qu'il y ait bande dessinée. Il faut qu'il y ait d'une certaine façon vectorisation, intention narrative. Mais même ce trait-là, on peut le nuancer beaucoup. Par exemple, est-il absolument indispensable qu'il y ait plusieurs images co-présentes sur la même page? Ou est-ce qu'on peut imaginer des livres, et il y en a eu plusieurs, du travail récemment redécouvert de Charlotte Salomon, Vie ou théâtre, ou un roman visuel comme La cage de Martin Vaughan James, qui ont une image par page, mais avec une intention séquentielle forte. Donc là, c'est à travers tout le livre. Et comme on voit aujourd'hui se développer la forme du roman graphique, qui travaille à l'échelle d'un livre entier, on peut réhabiliter, ou plutôt réintroduire à l'intérieur du champ de la bande dessinée, des œuvres qu'on aurait eu tendance à exclure autrefois en disant non, c'est autre chose, c'est de l'illustration, etc. Et donc, ce qui est très frappant, c'est une sorte de
d'arc de tension qui existe entre des œuvres anciennes et longtemps considérées comme marginales et des œuvres plus contemporaines qui usent de manière plus libre du langage de la bande dessinée. On peut imaginer une bande dessinée poétique, on peut imaginer une bande dessinée essayistique, et dans ce cas-là, ces cas-là, la narration n'aurait pas exactement le même sens, mais il resterait, je pense, quelque chose de l'ordre de la dynamique narrative, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que rassembler thématiquement des images sur une page, rassembler poétiquement des images sur une page, sans créer de véritables liens linéaires, me semblerait relever d'une autre logique. Maintenant, je suis sur ce plan-là extrêmement ouvert et certains ont peut-être des définitions plus strictes, plus étroites que la mienne. De la même façon, la bande dessinée s'inscrit prioritairement sous forme imprimée, sur le papier, que ce soit à travers la presse ou aujourd'hui davantage le livre, mais il peut exister une bande dessinée murale, une bande dessinée qui s'expose, il peut exister bien sûr une bande dessinée numérique, et des formes qui quelquefois sont véritablement à la lisière. Je pense à une œuvre comme 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, par exemple, qui existe à la fois sous forme de livre, une plongée dans une image où petit à petit on entre dans une histoire, et puis il y a une version vidéo, une version animée qui propose la même histoire différemment. Donc il me semble aujourd'hui que tout en restant attaché à certains traits définitionnels, il faut reconnaître que la bande dessinée gagne à ne pas être close. Pensons aussi au cinéma, un grand nombre d'œuvres, des expériences comme celle d'Abel Gans, par exemple, qui recouraient à du multi-écran, et on aurait pu être tenté à un moment de les exclure de l'histoire du cinéma, ce qui serait évidemment très dommage. Souvenons-nous aussi que le cinéma a longtemps été muet et qu'il n'était pas pour autant amputé. Donc voilà, vouloir dire ceci est de la bande dessinée, cela n'en est pas, m'a toujours semblé une démarche dangereuse. Il y a, je pense par exemple à un certain nombre d'auteurs indépendants en Belgique qui travaillent beaucoup avec le spectacle vivant, qui travaillent beaucoup la forme des expositions, qui sortent quelquefois du format classique de la bande dessinée et qui pourtant ont contribué à l'enrichir, par exemple dans des expériences chromatiques ou des expériences de matière. Pour moi, il n'y a jamais eu de rupture entre les différentes activités. Elles se sont nourries l'une de l'autre. L'activité la plus connue, la plus publique, est certainement celle de scénariste, notamment dans le travail avec Françoise Schuiten, comme on dit parfois en France, pour la série Les Cités Obscures. Mais j'ai démarré cette activité de scénario à peu près au moment où j'achevais, sous la direction de Roland Barthes, une lecture des Bijoux de la Castafiore, qui était probablement un des premiers travaux réalisés dans le cadre de l'université en France. Et j'avais l'impression que le début du travail avec Françoise Schuiten, le souvenir de notre amitié d'enfance, éclairait ma façon de regarder la bande dessinée, et pas seulement de la lire, de m'intéresser au dessin dans son surgissement, et réciproquement que les réflexions que j'ai pu développer assez tôt sur la bande dessinée, son fonctionnement, son langage, s'appuyaient aussi sur cette pratique. Et donc, il n'y avait pas du tout pour moi l'idée que c'était deux mondes différents. C'est vrai que j'étais parfois déconcerté en lisant des travaux sur la bande dessinée de me dire, j'ai l'impression que ces gens sont quand même très loin de la pratique du domaine, et que les amateurs de bande dessinée, les lectrices et les lecteurs de bande dessinée, ne vont pas beaucoup s'intéresser à ces travaux théoriques. Quand j'ai fait le petit livre Lire la bande dessinée, enfin qui s'appelait au départ Case planche récit, j'avais vraiment envie que les gens de la bande dessinée, qui la lisent et qui la pratiquent, puissent
tirer parti de ces outils et donc je me nourrissais d'exemples très concrets. Quant aux autres travaux que j'ai pu faire, qu'il s'agisse de réalisation documentaire parfois, j'ai filmé certains auteurs comme Jiro Taniguchi, Chris Ware, Art Spiegelman, qu'il s'agisse de travaux d'exposition, parfois avec Françoise Keuten, parfois sur des auteurs particuliers. L'exposition Hergé Dessinateur, il y a beaucoup d'années, c'était la première fois qu'on montrait ces planches originales. Tout récemment, l'exposition Chris Ware qui a été présentée à Angoulême et à la BPI au Centre Pompidou. Pour moi, ce sont vraiment des continuations directes du travail de réflexion et de création que je ne vois pas du tout comme des domaines antagonistes. Et il est frappant quand on parle avec des auteurs contemporains comme Chris Ware ou Art Spiegelman de voir leur connaissance de l'histoire du médium bande dessinée et l'intérêt qu'ils portent à son langage et la manière dont leur travail de collectionneur ou d'érudit ou de passionné nourrit leur création de façon très très profonde. Et donc là, j'ai eu vraiment la joie de voir que des champs très séparés, au fond, celui des érudits, des spécialistes, des historiens du domaine et celui des créateurs, pour le dire simplement, se rejoignent de plus en plus. Et quand on voit sur Internet un certain nombre de groupes sur l'histoire de la bande dessinée, par exemple, on voit beaucoup de scénaristes, de dessinateurs, d'auteurs complets y participer. Moi-même, cet éclectisme qui a peut-être déconcerté au début dans mon parcours d'être essayiste, biographe, scénariste, concepteur d'exposition, éditeur aussi. Cet éclectisme a pu déconcerter. Il m'est même arrivé qu'on me demande si je n'avais pas d'homonyme et si je n'étais pas gêné de voir des gens publier des travaux très différents. Comment était-il possible qu'un spécialiste d'Hergé soit le biographe de Jacques Derrida ou de Sándor Ferenczi ou de Paul Valéry, alors que pour moi, tout cela participait du même mouvement, peut-être d'une joie de transmettre, d'un désir de continuer à apprendre et à chercher. Au fond, écrire de la fiction, c'est donner quelque chose qui vient en quelque sorte de l'intérieur de soi-même, en même temps que de la collaboration avec le dessinateur, photographe, etc. Travailler une biographie, c'est se nourrir à nouveau. C'est se nourrir d'une recherche qui parfois va bien au-delà de la biographie elle-même, de la personne à laquelle on s'intéresse, et qui va vous donner de nouveaux horizons qui peut-être nourriront des fictions ultérieures. Je n'aurais jamais voulu me trouver dans la situation permanente d'une sorte de producteur, comme si j'allais éternellement tirer de moi-même des idées neuves. J'aurais eu probablement peur de tourner en rond ou de devenir un professionnel du scénario, c'est-à-dire peut-être de proposer quelque chose d'un peu mécanique à un moment, comme si on connaissait bien la manière dont cela se fait. Cette nécessité d'apprendre me semble absolument inséparable du désir d'enseigner et de transmettre. Une chose très curieuse, c'est que dans la reconnaissance de la bande dessinée, dans les bibliothèques, dans les librairies générales et dans les cercles académiques, peut-être ce qui me conduit aussi à pouvoir évoquer la poétique de la bande dessinée au Collège de France, le terme de roman graphique a joué un grand rôle. Or, ce terme de roman graphique, outre qu'il est d'un emploi tout à fait différent dans les pays anglo-saxons, graphic novel a permis presque d'accéder au monde du livre. En Europe, surtout dans le monde francophone, c'était déjà là depuis assez longtemps, au fond, depuis Hugo Pratt, Tardy et d'autres. Mais ce mot de roman graphique cache un phénomène qui est celui de la non-fiction. On dit roman graphique et au fond, l'étiquette roman graphique rassemble toutes sortes d'œuvres ambitieuses et amples. Généralement à pagination un peu longue, format parfois plus réduit que celui d'une bande dessinée classique. Mais le phénomène vraiment le plus frappant, outre la féminisation, qui est vraiment une des chances de la bande dessinée au XXIe siècle, le phénomène le plus frappant, c'est la venue de la non-fiction. Bien sûr, il y avait déjà des œuvres depuis un certain nombre d'années. On peut penser par exemple sur le terrain du reportage à Joe Sacco,
Joe Sacco, avec son travail sur Gorajde, la Palestine, etc., Gaza, qui avait vraiment montré la pertinence d'une forme de journalisme dessiné. On peut penser à la revue dessinée, à d'autres revues, 21, etc., qui ont donné une nouvelle forme de reportage en bande dessinée. Mais cette extension est plus importante aujourd'hui. Je ne crois pas qu'elle soit opportuniste. Je pense qu'elle révèle que la bande dessinée est un médium à part entière et pas un genre. Parce que longtemps, on avait un peu cette idée naïve que la bande dessinée était avant tout vouée, disons, à l'humour et l'aventure. C'était les deux grandes choses. Et si on pense aux journaux Tintin et Spirou, ou même à Pilote, on avait un peu ces tendances-là. Bande dessinée plutôt orientée humour et bande dessinée plutôt orientée grande aventure et feuilleton. Or, on s'aperçoit, quand on atteint la forme livre, qu'on peut raconter, mais qu'on peut aussi commenter, expliquer, développer. Alors, il y a le reportage, il y a les biographies, et les biographies en bande dessinée ont fonctionné à partir du moment où l'ampleur était là. L'ampleur est absolument nécessaire au développement d'une biographie. Je crois qu'un 48 pages ou un 64 pages ne donnerait qu'un condensé un peu pauvre, un peu ridicule, un peu anecdotique. Mais il y a aussi des bandes dessinées de savoir, des bandes dessinées qui s'attaquent à des sujets parfois complexes, et je pense que cela peut être tout à fait remarquable, à condition de ne pas l'utiliser comme une manière, si j'ose dire, de faire passer la pilule, comme une manière de rendre accessible ou amusant un sujet difficile. Prenons une bande dessinée divertissante, comme dans La Combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. On s'aperçoit que, par-delà l'humour qui est très présent, l'information est extrêmement riche et nous permet d'accéder à un certain nombre de dimensions qu'il n'y aurait pas dans un reportage sur lui, parce que le dessin prouve à ce moment-là sa capacité à être tantôt illustratif, tantôt humoristique, tantôt directement didactique, en changeant de système de représentation. L'adaptation de Sapiens en bande dessinée est très intéressante. Aussi, tout récemment, le travail de Blin et Jean Covici autour des questions énergétiques et climatique, le monde sans fin. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Il s'agit évidemment qu'il y ait une adhésion profonde du dessinateur ou de l'auteur au sujet qu'il va traiter, soit qu'il s'implique directement, par exemple en allant sur le terrain. Il y a eu une bande dessinée qui se passait assis à Calais, dans la jungle de Calais, mais dans d'autres cas, si c'est un sujet plus scientifique, de l'aborder de manière très investie, d'éviter tout ce qui ressemblerait à un travail de pure commande ou de mercenariat, parce que là, on ramènerait la bande dessinée à son ancien statut comment dire, instruire en amusant, mais de façon un peu pauvre et plate, avec quelque chose qui ne serait ni satisfaisant sur le terrain intellectuel et scientifique, ni satisfaisant sur le plan de la bande dessinée. Mais je crois vraiment que, à côté de produits opportunistes qu'il y a dans tous les domaines, il y a du côté de la non-fiction un vrai devenir possible de la bande dessinée, un nouveau terrain à conquérir et de grandes possibilités de montrer que dans cette alliance si particulière d'images et de mots, d'images combinées sur la page, de codes graphiques susceptibles de se transformer. Thierry Smolderon proposait il y a quelques années le terme de polygraphie pour parler de ces bandes dessinées qui ne se sentent pas tenues d'obéir à un seul régime graphique tout au long du livre. Grâce à ces différentes évolutions, je crois qu'il y a de belles surprises qui se préparent de ce côté-là.